Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous RH Emploi. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, c'est bien dans son épargne. Tiens, on va en parler de l'épargne salariale. Comment intéresser les PME et les scale-up à se tourner vers ce dispositif. Il est intéressant pour les salariés, on en parle avec Benjamin Pedrini, le directeur général d'Epsor. Ils sont spécialistes de l'épargne salariale, il est notre invité. Smart Philo, comme chaque semaine, management et entreprise, comment trouver la bonne distance? On en parle avec Thibaut Brière, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail et puis l'auteur, vous le savez, de Toxic Management, sorti chez Robert Laffont. Puis le Cercle RH, c'est un grand entretien aujourd'hui avec Damien Baldin. Il est le directeur général de la fondation La France s'engage, une fondation créée par François Hollande, une fondation à vocation sociale pour soutenir des projets d'innovation sociale. On fera le point avec lui dans quelques instants. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, un sujet au cœur de l'actualité après les révélations d'un livre sur les conditions des pensionnaires des EHPAD en cause. Et on va en parler, la pénurie de personnel dans ces établissements. On en parle avec Joaquim Tavares. Il est le fondateur de Papi Happy. On fera le point avec lui sur cette situation parfois dramatique dans les EHPAD. Voilà pour l'actualité. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans son épargne salariale, c'est un sujet qui vous concerne, ou vous n'êtes d'ailleurs peut-être pas concerné et vous aimeriez bien avoir justement de l'épargne salariale. On va en parler et on en parle tout de suite avec Benjamin Pedrini. Bonjour Benjamin. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, vous êtes le directeur général d'Epsor. Un petit mot sur votre parcours, vous venez de la banque. Exactement. Compliance. Alors, la compliance et l'inspection générale, j'ai passé une dizaine d'années dans les services bancaires du groupe Société Générale avant de... C'est l'IGPN de la banque, quoi. Exactement, c'est l'IGPN de la banque qui vient on va dire, contrôler ce qui se passe dans les activités de la banque, qui a été, moi je viens de Société Générale, donc qui a été pas mal active suite à l'affaire Kerviel notamment, dont tout le monde a entendu parler. Epsor créé en 2017. Plus de 80 salariés, 85 salariés. Exactement, un peu plus de 85 salariés aujourd'hui depuis la création. Alors, un mot quand même sur l'environnement et sur la situation de l'épargne salariale, parce qu'aujourd'hui, vous voulez nous parler de ces entreprises qui soit sont trop petites, soit n'ont pas forcément entendu parler du dispositif. On en est où? Ça représente combien d'entreprises qui ont fait le choix de l'épargne salariale? Alors, on est sur un dispositif qu'on retrouve quasi systématiquement dans les grandes entreprises. Sur les entreprises de taille intermédiaire et les PME, on a moins d'entreprises qui sont équipées. Il y a une forte volonté justement du gouvernement et de Bercy d'avoir des mesures incitatives pour amener ces entreprises-là vers l'épargne salariale. Aujourd'hui, ça représente... un peu plus de 12 millions de salariés qui sont couverts par ces dispositifs-là. Et donc, il y a une volonté vraiment d'étendre ça à l'ensemble des salariés. Alors, on le voit dans les très grandes entreprises, le CAC et quelques autres, des grosses ETI, mais c'est vrai que dans les PME, les TPE, les scale-up, il n'y a pas cette dynamique. Comment vous l'expliquez? C'est qu'ils ne connaissent pas le dispositif ou ils considèrent que c'est plutôt réservé aux grandes entreprises? C'est souvent ça, c'est souvent considéré comme un dispositif plutôt de grands groupes. C'est souvent perçu comme complexe à la mise en œuvre et donc du coup on n'a pas forcément des ressources en interne qui peuvent allouer du temps à ça. Il y a des idées reçues parfois aussi sur le fait qu'il faut qu'une entreprise soit bénéficiaire pour pouvoir mettre en place de l'épargne salariale. Or en fait on peut mettre en place de l'épargne salariale dans une entreprise qui n'est pas bénéficiaire et qui fait le choix d'investir, c'est le cas notamment des scale-up, et on peut mettre en place ce type de dispositifs qui sont fiscalement très intéressants pour l'entreprise en plus. Celle qui redistribue pas des dividendes, mais qui les réinjecte et qui réinvestit finalement ce qu'elle a gagné à la fin de l'année. Exactement. Et elle peut effectivement redistribuer. Et elle peut pour autant effectivement mettre en place des mécanismes d'épargne salariale du type prime d'intéressement qui vont être fiscalement très intéressantes pour elle et qui vont permettre de reverser des primes à leurs collaborateurs. Alors l'épargne salariale, c'est la grande famille, il y a l'intéressement, vous l'évoquez, il y a le plan épargne entreprise. Concrètement, vous, votre mission de DG et de vos équipes, parce que c'est pas vous maintenant, j'imagine, qui allez voir les prospects, qu'est-ce que vous leur dites ? Ce qu'on leur dit, c'est qu'effectivement, si elles souhaitent mettre en place des mécanismes d'attractivité pour leurs collaborateurs dans un marché de l'emploi qui est assez compétitif, si elles souhaitent fidéliser leurs collaborateurs, il existe des dispositifs qui sont effectivement intéressants pour elles, parce que comme je le disais, fiscalement, ça revient moins cher à une entreprise de verser des primes sous forme d'épargne salariale que de verser du salaire. C'est pas les mêmes cotisations, hein ? C'est pas les mêmes cotisations, donc c'est pour ça que c'est une prime en plus et ça doit être un complément
un complément de salaire et que c'est très encadré, mais c'est un bonus, si vous voulez, qui a un coût extrêmement intéressant pour l'entreprise et derrière pour le salarié également. Pour qu'on soit clair, Benjamin, l'idée c'est que vous apportez clé en main l'outil, c'est-à-dire que c'est de la tech aussi, hein. C'est pas que du conseil bancaire et de la pédagogie, c'est que vous apportez un outil, vous dites à l'entreprise, globalement, on vous l'installe, on le fait évoluer, mais vous n'avez plus rien à faire. Et vos collaborateurs n'ont plus rien à faire aussi, parce que bien souvent, l'épargne salariale, c'est quelque chose qui est perçu aussi comme une boîte noire par les salariés dans les entreprises, qui ne savent pas forcément comment se l'approprier, comment gérer leur placement, qui parfois ne savent même pas exactement ce qu'ils ont. Et donc, du coup, nous, ce qu'on dit à l'entreprise, c'est que vraiment, on va lui permettre d'apporter un élément de valorisation de sa politique salariale et de conseiller ses salariés avec notre outil et notre solution, parce qu'effectivement, c'est un outil tech et c'est un outil tech qui a du conseil embarqué pour les salariés. Conseil embarqué, c'est-à-dire que l'entreprise vous achète l'outil, puis ensuite se connecte à l'ensemble des salariés qui vont bénéficier de cet intéressement, de ce plan. Et c'est aux salariés ensuite, j'imagine, comme pour une banque, qui reçoivent leur relevé mensuel, semestriel. Comment ça marche ? Le salarié ensuite, une fois qu'il a accès à ces dispositifs-là, va recevoir de la part de son entreprise des primes si l'entreprise a fait le choix de verser de l'intéressement ou de la participation, et ensuite va se connecter sur son espace pour pouvoir choisir ses investissements et bénéficier du coup de toute cette dimension de conseil dont je vous parlais, avec un robot advisor qui va lui poser un certain nombre de questions pour mieux orienter les placements qu'il souhaite faire. Bien souvent, les salariés dans les entreprises, quand ils ont de l'épargne salariale, ils sont perdus, ils ne savent pas forcément sur quel fonds placer leur argent. Ça, vous vous en occupez, ça c'est le côté Benjamin Pedrini de la banque. C'est-à-dire que vous avez un regard aussi sur les fonds, les investissements. J'ai vu que vous faisiez une étude. C'est plus Benjamin Pedrini parce qu'on a aujourd'hui une direction des investissements qui surveille et pilote les fonds qu'on a choisi de mettre en place dans notre offre. Puis vous avez votre étude annuelle d'investissement là qui est intéressant. Hein, exactement. Là, vous challengez les fonds là. On les challenge et on les challenge surtout sur un aspect qui est l'ISR et donc le côté responsable des fonds. Chaque année, on sort une étude et la prochaine va sortir début mars où on screen un ensemble de 900 fonds selon ces critères d'investissement socialement responsable pour justement permettre de proposer les meilleures solutions à nos salariés. Donc ça veut dire que ce tableau de notes là des fonds que vous screenez, comme vous dites, va aider aussi les salariés à faire le bon choix de leurs investissements, j'imagine. Exactement. Et ce qu'on fait en plus, nous, justement, dans notre outil, lorsqu'un salarié accède à l'épargne salariale chez Epsor, c'est qu'on lui donne de l'information sur les supports. Et au-delà de ça, en fait, on va lui dire, parce que quand on investit dans un support financier, finalement, on finance des entreprises. Oui. Et donc, du coup, on lui donne de la transparence sur quelles entreprises il va financer. On lui donne de la transparence sur l'empreinte carbone de son épargne. Il faut savoir que l'épargne représente le 6e poste en termes d'empreinte carbone dans les ménages. Donc, c'est pas rien. Comment ça ? Parce que votre épargne est investie. Elle vit, elle est investie dans des entreprises. Et donc, du coup, ces entreprises ont des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, nous, on apporte toute cette transparence-là sur notre portail directement pour que le salarié qui épargne chez nous ait l'info la plus claire et plus transparente possible. Juste une question juridique et puis une question ensuite sur les TPE, parce que j'aimerais bien y revenir un instant. Juridiquement, on s'en libère quand de cette épargne salariale ? C'est-à-dire, j'ai un coup dur là dans l'entreprise, je vais voir mon DRH et je lui dis, il faut me libérer mon compte ou je peux pas ? Alors, votre DRH sera... Ou alors les collaborateurs d'Epsor. Exactement, parce que le DRH, c'est pas forcément... Il va vous renvoyer chez Epsor. Il va vous renvoyer chez Epsor ou chez votre prestataire. Oui, parce qu'ils ont externalisé ce service. Exactement. Mais d'un point de vue juridique, l'épargne salariale, on retrouve 2 typologies d'enveloppes à l'intérieur. Ce qu'on appelle les PE, les plans d'épargne entreprise, et puis les PER, les plans d'épargne de retraite, pour ceux qui connaissent ces dispositifs pour en avoir. Celui-ci, on n'y touche pas au plan épargne retraite, on ne peut pas. On peut y toucher à la retraite, mais pas on y touche à la retraite, et on peut y toucher avant, notamment dans le cadre d'événements comme l'acquisition d'une résidence principale, par exemple, qui est un cas de déblocage anticipé du plan d'épargne de retraite, parce qu'on considère que ça fait partie de la construction de sa retraite que de sa carrière, sa résidence principale, par exemple. Je quitte l'entreprise, je me déleste, je suis licencié ou je m'en vais, oui. Je romps mon contrat, je pars aussi avec mon épargne ? Vous avez la possibilité de partir avec votre épargne, vous pouvez la laisser investie si vous n'en avez pas besoin tout de suite. C'est un cas de déblocage anticipé de l'épargne salariale, notamment du PEE, mais vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas forcément besoin de ces liquidités-là et que vous souhaitez les laisser investis. C'est donc un léger cordon ombilical qui me relie encore à l'entreprise, cette épargne salariale, légèrement. Légèrement, pas complètement. En fait, elle vous relie finalement, une fois que vous avez quitté l'entreprise, elle ne vous relie plus qu'au
à l'entreprise qui vous fournit cette épargne salariale, donc en l'occurrence Epsor, et les par exemple, opérateurs, si votre entreprise est cliente chez nous, puisque lorsque vous quittez votre entreprise, notamment, les frais relatifs à cette épargne sont à votre charge, alors que précédemment, c'est l'entreprise qui vous les paye. Oui, donc ça, c'est une petite nuance, parce qu'on a quand même quelques frais lorsqu'on libère une assurance vie, en l'occurrence, mais il n'est pas question d'assurance vie. Avant de nous quitter, un mot, comment vous faites pour convaincre les petites entreprises? Parce qu'une fois qu'on a dit que ça ne marchait pas, est-ce que vous avez un outil plus adapté, même sur le plan financier? Parce que j'imagine que l'entreprise dit que ça lui coûte trop cher d'externaliser ce service. Comment on fait? Alors, comment on fait pour la convaincre? Déjà, on essaie de la convaincre et on arrive à la convaincre que c'est intéressant pour ses collaborateurs de mettre ça en place. Et une fois qu'on l'a convaincu que c'était intéressant de mettre ça en place, le faire avec nous, c'est complètement fluide pour l'entreprise. Il n'y a aucune démarche administrative de sa part. On prend en charge l'ensemble des démarches. Comme vous disiez, on va chez elle et on installe tout ce qu'il y a à installer et toute la documentation contractuelle relative à l'épargne salariale, on le prend à notre niveau sans la facturer. Et donc, du coup, toute cette simplicité dans la mise en place, c'est ça que les entreprises apprécient. Merci Benjamin Pedrini de nous avoir rendu visite. 85 salariés, c'est une belle entreprise qui a progressé très rapidement, créée en 2017, et 85 collaborateurs avec cette envie de convaincre le plus grand nombre de se lancer dans l'épargne salariale. Alors, je parle des décideurs et des chefs d'entreprise. Merci de nous avoir rendu visite. On fait un peu de philo, tiens, ça fait du bien. On va quitter un peu le monde de la banque et de l'investissement. La relation entre le manager et son entreprise, entre le collaborateur et son entreprise, c'est un thème philo et on en parle avec Thibaut Brière. Smart Philo avec ce générique. On parle philo une fois par semaine, c'est important. On fait un petit pas de côté avec Thibaut Brière et on va parler avec vous. Alors c'est intéressant, vous êtes conseiller management, expert en nouvelles formes de travail et philosophe bien sûr. Votre livre Toxic Management, on en reparle, qui est sorti chez Robert Laffont, qui est toujours en vente dans les meilleures librairies, parce qu'il est très lié finalement à ce dont on va parler. Management, entreprise, trouver la bonne distance, c'est quoi? En fait, vous réévoquez l'idée d'une forme de dérive managériale, c'est ça le fond de votre pensée là aujourd'hui? Non, je ne vais pas la réévoquer. Enfin, je vais à un moment effectivement en parler, mais il y a quelque chose moi qui me paraît frappant aujourd'hui avec la généralisation du télétravail, c'est que cette notion de distance, en fait, elle est sur toutes les bouches. Et comme toujours en philosophie, il faut interroger le sens des mots, se demander pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle autant de travail à distance. Qu'est-ce que ça révèle? De quoi est-ce le symptôme? Est-ce que ça ne voudrait pas dire que le travail, pendant longtemps, a manqué de distance? Vous voyez, donc de quoi est-ce le nom, le fait qu'aujourd'hui on en parle tant? Juste pour bien approfondir et avoir un diagnostic pour construire votre réflexion, la distance au travail, c'est quoi? On était trop imbriqué dans son travail, trop lié à son travail. C'est paradoxal parce qu'aujourd'hui on est très loin, mais on est très lié. Enfin, c'est ce qui touche à un Oui. paradoxe là. Oui, tout à fait. Et c'est de ce paradoxe dont nous allons parler aujourd'hui, Arnaud. C'est-à-dire que d'un côté, les organisations, depuis longtemps, elles sont analysées par les sociologues du travail, et notamment là, par une personne qui s'appelle Marianne Dujarrier, qui parle de planeurs. Les planeurs, ce sont ceux qui, en entreprise, sont au siège, généralement, et qui planifient le travail des autres, tout en planant loin des réalités du terrain, tout en étant déconnectés. Exactement, avec le double sens du mot. Et donc ces personnes, d'une certaine manière, sont trop loin, à trop grande distance du travail réel. Et pourtant, ces mêmes personnes demandent à ce que ceux qui sont sur le terrain agissent de la manière la plus fidèle à ce qui a été voulu. Donc soit par des directives, soit par des procédures, soit par un processus d'acculturation profonde des gens, de telle sorte que finalement, il y ait le moins de distance possible entre l'intention de la direction et puis la réalisation des collaborateurs. Juste pour resituer, qu'on essaie d'être concret, on est dans quel secteur? On est dans la grande distribution, on est dans le retail, ça fonctionne dans quel domaine ça? Cette espèce de planeur qui impose des plannings, des modes opérationnels, c'est plutôt dans le retail ou c'est partout? Je crois que c'est partout, c'est avant tout une question de taille d'entreprise. En fait, il y a des voilà, quel que soit le secteur, dans la mesure où vous avez les mêmes consultants souvent qui passent justement d'une entreprise à une autre, ils vont importer le même type de process, de procédure, d'organisation, et c'est ce type d'organisation qui promeut très peu de distance entre l'intention et la réalisation qui s'est généralisée ces dernières dizaines d'années. Mais qu'est-ce que ça provoque, l'action de ces planeurs sur les êtres humains, sur les collaborateurs? Alors très concrètement, c'est ce qu'on voit se développer du micromanagement, c'est-à-dire des managers qui marquent à la culotte les membres de leurs équipes. Pour exécuter de la manière la plus fidèle
ce qui se trouve dans les procédures, dans les directives, etc. Et puis, ça se traduit de manière très concrète avec une intensification des formations à la culture de l'entreprise, des sessions pouvant déboucher, et effectivement, j'en parle dans Toxic Management, pouvant déboucher sur des phénomènes d'emprise à terme, où le collaborateur a le sentiment d'agir de manière parfaitement libre, de manière spontanée, et en fait, eh bien, il réagit de la même manière que sa direction aurait voulu qu'il agisse. Et ça, eh bien, c'est un travers, c'est un manque de subsidiarité, c'est une négation de l'autonomie des collaborateurs. Et son libre arbitre aussi. De son libre arbitre, effectivement, à terme. Et c'est problématique parce que... Quoi, ça le robotise, ça l'abrutit, c'est quoi les risques? Vous n'êtes pas médecin, je l'entends, mais il y a ce risque-là quand même. Alors, il y a tous les risques psychosociaux, il peut y avoir naturellement de la souffrance au travail, mais le risque surtout, il est en termes d'innovation pour les entreprises. C'est-à-dire qu'à force peut-être de trop formater des esprits ou à vouloir que des personnes exécutent de manière extrêmement fidèle les instructions, quelle que soit la situation particulière à laquelle ils se trouvent confrontés, eh bien, les personnes manquent d'adaptation, d'adaptabilité. Et donc d'autonomie et d'initiative, si je peux me permettre. Parce que forcément, on ne prend pas d'initiative quand on est obligé de suivre scrupuleusement des règles. Oui, alors soit on ne prend pas d'initiative, soit on va prendre, si on est suffisamment bien acculturé, on va prendre des initiatives parce que c'est voulu. Simplement, on va prendre les initiatives qui ne vont que dans la direction, effectivement, qui aurait été voulue. De sorte qu'on va avoir des organisations dans lesquelles vous allez avoir un simili de spontanéité, une sorte d'illusion, si vous voulez, d'autonomie, où des gens vont prendre des initiatives, mais ça sera toujours dans une seule et même direction, avec des gens qui penseront de la même manière. Alors, et ça, c'est inquiétant en termes de diversité. Bah évidemment, ça c'est un sujet qui vous tient très à cœur. Vous en aviez parlé d'ailleurs lors de votre dernière visite sur le plateau. Alors il y a un autre phénomène, parce que là on est sur un phénomène finalement d'emprisonnement mental, c'est-à-dire d'obligation d'exécuter des tâches au millimètre. Il y a le risque inverse, c'est-à-dire un éloignement trop grand du manager et des collaborateurs. C'est-à-dire qu'il est totalement livré à lui-même, ce qui est très angoissant aussi. Oui, il y a, effectivement, du coup, en réponse à cet excès, à ce manque plutôt de distance, à cette atrophie de la distance dans les organisations, on a vu émerger depuis quelques années un mode de management et des organisations qui promeuvent au contraire le fait de lâcher dans la nature complètement les collaborateurs, et ça peut être tout aussi effectivement source d'angoisse. Il y a la distance intérieure à chacun aussi. Est-ce qu'on arrive à trouver son libre arbitre ou pas? Est-ce que ce phénomène-là, finalement, réduit à néant son libre arbitre et donc finalement peut créer des dépressions, des risques évidemment pourquoi pas de burn-out d'ailleurs? Alors ça tend à le réduire, mais chez un être humain, on ne peut jamais, de mon point de vue en tout cas, réduire totalement le libre arbitre de quelqu'un. En revanche, clairement, la généralisation du télétravail, à la faveur des différents confinements que l'on a vus, a été perçue par beaucoup justement comme un soulagement à l'égard justement du manque de distance du management sur les individus. Et donc, des études l'ont montré que la distanciation géographique avait entraîné une distanciation psychologique des individus, d'où la dissolution des collectifs dont on parle tant, d'où en même temps une prise de distance critique des individus qui ont pu justement mieux voir des problèmes qu'ils ne voyaient pas avant par manque de distance, ou remettre en question leur vie, leur parcours, leur vie, et leur engagement dans l'entreprise, parce qu'il y a ce risque-là aussi, on se désengage par la distance, loin des yeux, loin du cœur, comme on dit parfois. Loin des yeux, loin du cœur, mais pour une conclusion en fait, un aboutissement très très sain en lui-même, c'est-à-dire que cette distance critique, c'est peut-être ce qui a manqué. Et aujourd'hui, dans les organisations, dans les entreprises, il y aurait sans doute lieu de réinjecter davantage de pensée critique, ne serait-ce que justement pour ne pas avoir des individus simplement embrigadés, ne pas avoir simplement des moines soldats au service d'une cause. Mais pouvoir préserver. Est-ce qu'il n'y a pas un rêve comme ça des dirigeants d'avoir justement une seule tête alignée avec la coupe de cheveux unique? Est-ce que c'est pas compliqué aussi à l'intérieur du dirigeant de se dire trop de diversité, trop de libre arbitre fait qu'on crée une pétaudière? Bien sûr, mais comme pour chacun de nous, Arnaud, on préférerait que les gens autour de nous, bon sang, s'ils étaient sensés, ils réagiraient comme nous réagirions. C'est exactement mais ça. Mais à un moment précisément, lorsqu'on est dirigeant, on est censé prendre de la distance par rapport à ses propres opinions, par rapport à ses propres souhaits, et se dire que nous-mêmes, justement, on n'est pas tout puissant et on doit respecter la liberté, le champ d'autonomie des personnes que l'on a recrutées précisément pour leurs compétences et leur autonomie. pour faire écho à votre livre, Toxic Management,
tout le monde n'a pas cette distance-là, parce que ça oblige quand même, là je fais de la philosophie directe, le dirigeant à avoir une forme d'éthique, au-delà même d'avoir du recul sur lui-même. Il faut qu'il ait une éthique, non? Il faut quand même qu'il ait quelques piliers solidement enfoncés quand même là. Oui, mais je crois que précisément, enfin, je ne sais pas si c'est une question d'éthique. Moi, je pense plutôt qu'effectivement que c'est une question de formation, de travail sur lui-même. S'il ne fait pas ce travail, du coup, il n'aura pas cette éthique. Et voilà, il doit prendre de la distance, vraiment, c'est ce que je pense profondément. Et accepter aussi Oui. qu'il y ait non pas de la contestation, mais quoi, du frottement, du débat. Du frottement, du jeu. Du jeu. Il doit y avoir du jeu dans l'organisation, et c'est ce lâcher-prise qui est toujours difficile. Accepter un moment, lorsque j'apprends à l'un de mes enfants à faire de la bicyclette, un moment de le lâcher. Donc peut-être va-t-il se casser la figure, mais en tout cas, il va apprendre de ses erreurs, etc. Et l'histoire du lâcher-prise, du fait de laisser les gens apprendre de leurs erreurs. Tout le monde est d'accord sur le principe. Le problème, c'est pas de le dire, c'est de le faire. Ouais, c'est dans cet écart que se situent les entreprises. C'est souvent une vision un peu philosophique, mais quand il faut le vivre concrètement, on a du mal à l'accepter. Merci Thibaut Brière, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail, et ce livre, Toxic Management, qui fait directement écho à ce dont on vient de parler, parce que c'est aussi à travers ce livre votre propre expérience que vous racontez. Et ce dont on vient de parler fait également écho au livre que j'ai coécrit au début de l'année avec Caroline Del Torchio sur le travail à distance, chez Erol. Eh bien, vous viendrez nous en parler, parce que celui-ci, vous ne nous aviez pas parlé de ce livre chez Erol. Eh bien, c'est noté. En fait, vous avez pris rendez-vous avec nous, c'est ça l'idée? Un abonnement. Un abonnement, bien sûr, vous avez bien raison. On fait une courte pause et on fait un grand entretien, évidemment, avec le directeur général de la Fondation La France s'engage. On va parler d'innovation, d'économie sociale et solidaire, de projets soutenus justement par cette fondation, au service à la fois de l'innovation, du numérique, mais aussi de l'emploi, évidemment. Et on en parle avec son directeur général. Il est notre invité dans le grand entretien juste après cette pause. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui pour parler de l'économie sociale et solidaire à travers une fondation, la fondation La France s'engage. On va vous raconter l'histoire de la création de cette fondation. Elle est présidée par l'ancien président de la République François Hollande et nous avons son directeur général sur notre plateau, Damien Baldin. Bonjour Damien. Bonjour Arnaud. Avant qu'on parle de cette fondation, de la manière dont vous sélectionnez tous les projets, les lauréats et puis l'action que vous menez, parce que c'est une action très intéressante, fondation reconnue d'utilité publique depuis 2017. Juste un mot, parce que tous ceux qui viennent au grand entretien, on a envie de les découvrir aussi sur le plan de leur parcours. Alors vous, c'est intéressant parce que vous portez des projets d'entreprise, d'innovation sociale, souvent tournés vers le numérique, soutenus par 4 grosses entreprises, et vous êtes historien. Et enseignant. Et enseignant. Vous avez enseigné, agrégé d'histoire. Comment on fait la passerelle entre le monde de l'entreprise et les sciences humaines, les sciences sociales? C'est parfois très éloigné quand même. Hein. La passerelle, elle est toute simple. Hein. C'est celle de l'engagement au service de l'intérêt général. Ça fait 17 ans que je suis au service de l'intérêt général, de la République, quand bien même j'ai été à la tête d'une association et aujourd'hui d'une fondation. Mais pour moi, il y a une continuité d'action. Pendant 6 ans, j'ai enseigné comme professeur d'histoire dans des collèges, dans des lycées, dans des banlieues banales, dans des banlieues plus compliquées, celles que trop souvent on désigne comme perdues par la République. Ça, c'est Manuel Valls, hein, les territoires perdus. C'est Manuel Valls qui porte ce discours. Ce sont surtout des territoires où vous rencontrez des jeunes dont vous savez que presque 1 sur 2 seront au chômage jusqu'à 25-30 ans. Vous enseignez dans des territoires où les taux de chômage peuvent dépasser les 40%. Quand vous êtes enseignant dans ces territoires-là, vous touchez du doigt, vous êtes au cœur des dysfonctionnements de la société française. Vous vivez les inégalités sociales, vous vivez les discriminations. Très concrètement. Très concrètement. Bien sûr, bien sûr. Et, premier point, donc, vous avez cette première prise de conscience. Et puis, il y a une deuxième prise de conscience quand vous êtes enseignant dans ces territoires et avec ces jeunes-là. C'est l'isolement du métier d'enseignant. C'est l'isolement de tous ceux qui ont une charge éducative. Et vous vous dites, mais tout seul, chacun dans notre silo, on ne pourra pas améliorer le système éducatif, on ne pourra pas améliorer le destin de ces jeunes. Mais c'est au-delà du système, c'est l'histoire, la route qu'ils vont tracer. C'est la route qu'ils vont tracer et vous le savez comme moi, depuis 40 ans, les inégalités scolaires s'accroissent en France
la France de la grande école républicaine, accroît aujourd'hui les inégalités sociales. Et ces deux prises de conscience, la rupture de l'égalité des chances et la nécessité du travail collectif, c'est cela les deux prises de conscience les plus importantes pour moi quand vous enseignez là-bas. Et donc cette passerelle, parce qu'on parlera tout à l'heure du choix de l'école, vous avez été le co-directeur de cette association assez incroyable pour remobiliser, pour donner envie à des cadres, à ceux qui n'étaient pas dans le milieu éducatif, d'aller apporter leur savoir dans ces quartiers oubliés parfois de la République. Et puis c'est en novembre 2020, si mes dates sont bonnes, que vous allez devenir le directeur général de La France s'engage. Quelques mots sur cette fondation, parce que c'est vrai que c'est François Hollande qui la préside. Comment elle est née? Parce que si j'ai bien compris, avant qu'elle devienne une fondation, elle était déjà, je dirais, dans la matrice programmatique de François Hollande dès quoi, 2014, c'est ça? 2014. Je vois bien là votre intérêt pour les origines et pour l'histoire. Et oui, les dates, c'est important. De La France s'engage. La France s'engage 2014 est un programme gouvernemental lancé par le président de la République, François Hollande. Ce programme, il est destiné à soutenir l'engagement des Françaises et des Français qui portent des projets d'innovation sociale et les accompagner par un soutien financier et par un accompagnement en ingénierie, leur permettre de voir leurs projets changer d'échelle et essaimer sur tout le territoire, leur permettre de réussir ailleurs ce qu'ils ont réussi ici. Mais c'est un programme gouvernemental qui est unique en son genre dans l'histoire, puisque dès l'origine, ce programme gouvernemental est soutenu, ça c'est important, par ce qui était à l'époque Total et qui est aujourd'hui devenu Total Énergie. Et en 2017, ce programme gouvernemental... Alors c'est un programme qui est très charté, hein, qui a une philosophie, qui a une façon d'imaginer... C'est un programme gouvernemental qui, après un travail de sélection et de détection, accorde le label La France Engage, c'est ça, assure un soutien financier et un accompagnement aux lauréats pour leur donner les outils pour le changement d'échelle et l'essaimage. Et 2017, elle devient fondation. L'histoire, oui. La France s'engage et devient une fondation, mais de manière plus précise, ce sont 4 entreprises, Total Énergie, BNP Paribas, Andros et Artemis, qui fondent une fondation reconnue d'utilité publique. La France s'engage, avec également 3 partenaires institutionnels, La Poste, la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement. Et cette fondation perpétue le programme d'engagement de La France s'engage. Et c'est aujourd'hui une coalition de 13 entreprises. 13 entreprises. Un mot et on va commencer à travailler et à rentrer dans les détails parce qu'il y a des dossiers. Tout ça est fait avec... c'est très méticuleux, hein, la sélection de ces dossiers, les choix même d'ailleurs de ces entreprises. C'est souvent très innovant. On utilise souvent le numérique. J'ai vu quand même dans les projets qu'il y a beaucoup la notion de numérique, même pour les plus précaires, même pour les SDF notamment, on pourra en parler. D'abord, un petit mot quand même un peu philosophique, un peu philosophico-politique. Enfin, c'est quand même le mariage du politique et des grandes entreprises. C'est pas antinomique. À une époque, c'était antinomique, ça. C'est le mariage du collectif. La situation aujourd'hui, en France, et une fois encore, je l'ai vécu à l'échelle d'un quartier, d'un collège, d'un lycée. Ça veut dire que l'État seul ne peut pas tout, comme disait Jospin à une époque, et qu'on a besoin aussi... L'État doit faire avec la société civile. Il doit faire avec les entreprises, il doit faire avec les citoyens. Et c'est ensemble qu'on va pouvoir, qu'on permet, parce que chacun isolément, et encore, il y a aussi les collectivités territoriales, ne les oublions pas, en tout cas les pouvoirs publics, il n'y a pas que l'État, et comment se saisir de ces innovations sociales qui apportent un progrès social et environnemental. Et aujourd'hui, qui pourrait, quel acteur social pourrait balayer d'un revers de main une coalition avec des acteurs de la société civile et des pouvoirs publics et de l'entreprise? On est au cœur de l'économie sociale et solidaire. Enfin, vous validez cette dénomination? Pour vous, on a bien compris que c'est l'intérêt général, mais c'est quand même des projets qui ont trait à l'économie sociale et solidaire. Ce sont des projets qui ont un impact social, qui apportent du progrès social. Les structures, ce sont souvent des associations, oui, souvent, ouais. Cela peut être des coopératives, cela peut être des entreprises agréées ESUS. Mais ce qui importe à La France Engage, c'est l'innovation sociale du projet,
le fait qu'elle soit portée par des citoyens engagés qu'ils fassent un choix juridique de l'association ou de l'ESUS. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est est-ce que c'est un projet d'intérêt général et qui a un impact social fort. La procédure, parce qu'il faut quand même qu'on en dise quelques mots, combien de dossiers arrivent? Parce que plus les années passent, j'imagine, plus vous vous faites connaître, plus on dit, et c'est le bouche à oreille, la France s'engage, c'est génial, parce que c'est vraiment, ils vous soutiennent, ils vous accompagnent, et puis c'est pas uniquement une remise de prix sur une scène, et puis on s'en va, puis on se dit au revoir. Il se passe quelque chose après. Combien de dossiers, combien de lauréats, comment ça marche? C'est une mission essentielle de la France s'engage que de détecter et puis de sélectionner chaque année, car chaque année, c'est un peu votre boulot quand même, un concours. C'est une partie de notre travail, de notre mission. La deuxième, c'est justement de les accompagner, de réussir leur changement d'échelle et leur SMH. Alors la sélection. La sélection, c'est un appel à projet, un concours national qui a lieu chaque premier semestre de l'année. L'année dernière, on est donc dedans. Nous sommes dedans. Nous venons de clôturer la première étape de l'appel à projet. 405 candidatures à la France Engage en un appel à projet qui a été ouvert à peine 4 semaines. En 4 semaines, vous imaginez ce que ça signifie du rayonnement de la France Engage auprès de ces acteurs-là et de l'envie d'être lauréat de la France. Je crois que vous allez me dire, vous imaginez le travail que ça représente. 405 dossiers, il faut les examiner, il faut les étudier, il faut se concerter, parce qu'il faut, vous n'êtes pas tout seul. 4 critères. L'innovation sociale et ou environnementale, l'impact social, la capacité au changement d'échelle et l'efficacité déjà démontrée. Vous parlez d'un travail minutieux, pointilleux. La réponse, elle est encore dans le collectif. 400 dossiers, 400 examinatrices et examinateurs. Ces 400 examinatrices et examinateurs, qui sont-ils? Ce sont pour la grande majorité les collaboratrices et collaborateurs de nos entreprises, partenaires, nos anciens lauréats, nos lauréats accompagnés, les bénéficiaires, et puis tous les partenaires de la France Engage. Car la sélection, c'est aussi déjà un engagement pour nos collaborateurs et pour nos entreprises. Alors, je voudrais qu'on rentre dans le détail, parce que le choix de l'école dont on a parlé, dont vous avez été le directeur général, a fait partie des 12 lauréats en 2019. C'est-à-dire que cette association, on va en parler, a été récompensée. 2021, il y a eu un cru, il y a eu le Covid, c'était compliqué. Là, vous avez remis, il y a eu des lauréats. Qui a été récompensé et quels ont été les projets que vous avez plébiscités? 2021, l'année compliquée, raison de plus pour faire plus. En 2021, la France Engage décide d'assurer un soutien financier exceptionnel en raison du Covid pour tous les lauréats accompagnés et anciens de la France Engage, et surtout décide de sélectionner non pas 12 mais 17 lauréats. 17 lauréats, dont 4 en Outre-mer et dont 2 dans des territoires éloignés, oubliés, où la situation sociale, et on le sait, une grande complexité, la Guyane et Mayotte. Des projets qui couvrent l'enjeu de l'inclusion d'enfants en situation de handicap, réseau loisirs pluriel, qui permet à des parents de pouvoir inscrire leurs enfants les mercredis après-midi et dans les vacances scolaires dans des centres de loisirs où ils vont pouvoir avoir un accueil adapté avec des enfants également qui ne sont pas en situation de handicap. Et une vie sociale donc. Et une vie sociale pour les parents, extrêmement important. Aussi pour Initiative née en Bretagne et qui aujourd'hui a pour le projet de se développer dans toutes les régions. Et ça, vous l'accompagnez après, une fois que vous avez sélectionné et récompensé, derrière, vous accompagnez le projet. Comment on fait techniquement sur ce projet? Vous l'accompagnez dans des rendez-vous, vous l'aidez dans les rendez-vous bancaires, parce que j'imagine qu'il y a évidemment le plafond de verre, il faut trouver de la trésorerie. Comment ça marche, ça? Vous êtes là. Toute l'ingénierie de la France. C'est ça. Nous sommes là avec eux pendant 3 ans, et même pendant presque 4 ans, 6 mois de sélection, et les 6 mois suivants, un diagnostic à 360 degrés de chaque projet lauréat. Le cabinet Kearney fait un diagnostic stratégique méticuleux de chaque projet, un diagnostic digital avec Simplon, un diagnostic juridique. Qui est déjà avec une école importante, Simplon. Grand lauréat de la France Engage, qui a pris son envol, Frédéric Bardot vous le dirait, en très grande partie grâce à la France Engage, un diagnostic communication et un diagnostic juridique, je vous le disais, avec les avocats du collectif Impact Lawyers.
Là, vous avez 405 dossiers, donc vous avez finalement clôturé. Vous avez clôturé les. C'est fini, hein, vous arrêtez d'envoyer des dossiers à la France s'engage, ça sera pour l'année prochaine. L'année donc. prochaine. Et là, maintenant, vous allez commencer à les examiner. Il y a des critères. Comment vous faites? C'est très compliqué. 405 dossiers, il en restera 12 à la fin, nous sommes d'accord. C'est un crève-cœur pour chacun des dossiers. Chaque dossier est porteur d'un espoir, de l'envie d'aider son prochain et de créer des emplois, j'imagine. Mais c'est pour ça aussi que le concours de la France Engage, ce n'est pas uniquement un outil au service de la Fondation, uniquement un outil pour détecter 12, 15, 17 lauréats. Nous avons conçu ce concours pour être utile à tous les candidats, pour que ça soit un moment de réflexion et de recul par rapport à leur projet. Vous les aidez même s'ils ne sont pas... Nous faisons en sorte de pouvoir les aider par le dossier lui-même, par l'aide que nous apportons pour remplir ce dossier. On sait la complexité de remplir un appel d'offres, de savoir répondre aux bonnes questions, de faire de la pédagogie de ce que nous faisons quand on est tellement habité. Parfois, on a du mal à rendre clair ce qui est pourtant un impact social, une innovation dingue. On a besoin de traduire. Et le concours, il est là aussi pour ces porteurs de projets qui, à la fin, ne seront peut-être pas lauréats de la France Engage. Mais ça aurait été un moment pour prendre du recul, expliquer et puis aussi se projeter. La France Engage, c'est aussi ce moment où on se dit « Ah oui, mais ça marche ce que je fais, et maintenant, est-ce que je vais grandir? Et comment je vais grandir ?» Et c'est là qu'est tout l'accompagnement de la France Engage. Il y a des choix aussi, évidemment, en direction des plus précaires. Je l'évoquais au début de notre échange, en direction des SDF. Et on ne le sait pas ou on ne le dit pas assez, mais ça paraît paradoxal, mais les SDF sont très bien équipés en matière téléphone. C'est le seul lien qu'ils ont avec le monde extérieur. Et vous avez, je crois, récompensé une association qui vient les aider. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est l'association Reconnect. Exactement. Qui assure un coffre-fort numérique à ces personnes sans domicile fixe. C'est important d'avoir un téléphone, mais il y a aussi tout ce qu'il y a à l'intérieur et qui est si précieux. Ces papiers d'identité, la Sécu, toutes les démarches administratives. Vous perdez votre téléphone, vous le faites voler. Il faut que vous ayez l'assurance que cette perte et ce vol ne réduisent pas à néant toute votre vie sociale. Et puis tous les papiers administratifs qu'on doit présenter, bien sûr. Et ça, c'est très important. C'est important. Et la France Engage, ce sont aussi les casiers solidaires d'Emmaüs Alternatives. Les casiers solidaires nés à Montreuil, qui sont aujourd'hui à Clermont-Ferrand. C'est permettre dans la rue d'avoir, pour chaque SDF du quartier, un lieu où on peut sécuriser, un casier où on peut sécuriser tout ce qui est de plus important, tout ce qui est de plus précieux, et en même temps d'être un lieu de dialogue où les travailleurs sociaux savent qu'ils pourront aller à la rencontre de ces personnes et donc démarrer un processus de suivi et d'insertion professionnelle. Je ne vois pas qu'on se quitte sans avoir à parler du choix de l'école. Pas uniquement parce que vous en avez été le directeur général, mais aussi parce qu'elle a été l'un des 12 lauréats en 2019. Quelle est l'idée? Quelle est la philosophie du choix de l'école? Parce qu'on a des professeurs qui descendent dans la rue, il faut se dire les choses, il faut raccrocher tous les sujets que vous traitez à l'actualité, des professeurs qui disent le protocole, on s'en sort pas, nos salaires sont trop bas, les conditions de travail sont trop difficiles dans certains quartiers, c'est un sujet. Vous avez fait le pari de mobiliser des individus ayant un bon niveau scolaire, d'études professionnelles, et de leur dire, allez, apporte ton savoir dans ces quartiers. C'est ça l'esprit? C'est le résultat d'un paradoxe à la fois tragique et optimiste. C'est, on l'a dit au tout début de l'émission, des inégalités scolaires qui ne cessent de s'accroître depuis 40 ans. Parallèlement à cela, le métier le plus important dans une société, le métier le plus important dans une république, c'est le métier d'enseignant. Ce métier-là, non seulement il est en souffrance aujourd'hui, mais il est de moins en moins attractif. Il y a de moins en moins d'engagement, et on retrouve le mot engagement, il y a de moins en moins d'engagement pour le métier qui est le plus important de notre société, le métier où l'impact social est sans doute le plus fort. Et ce paradoxe-là, qu'au même moment, et vous en parlez souvent ici, les jeunes diplômés, les jeunes actifs sont à la recherche de sens dans leur métier. Plus que jamais. Et donc nous avons en France ce paradoxe incroyable, le métier qui a le plus d'impact social et le métier où le recrutement est le plus
difficile. Vous allez me dire, il y a peut-être un problème de ressources humaines, comme dans une entreprise. Est-ce qu'il ne faudrait pas un RH ou des RH régionaux qui puissent travailler un peu plus finement les recrutements? On le sait, vous savez, quand on démarre sa carrière, vous êtes agrégé, vous avez peut-être échappé, mais encore que, mais on est envoyé très souvent à Paris, en Seine-Saint-Denis, ou dans les quartiers difficiles. Enfin, c'est une manière de gérer un stock humain d'une manière un peu absurde, parfois. Non, mais c'est vrai. Non, mais ce n'est pas tant le fait d'être envoyé que d'être accompagné. Oui. Que d'être accompagné. Bien sûr. Et c'est ce que propose justement le choix de l'école. Le choix de l'école, elle propose justement à ces jeunes-là qui ont besoin d'avoir un métier qui fait du sens, besoin d'un métier d'engagement, de se dire mais devenez enseignant. Mais devenez enseignant pas uniquement en étant affecté dans des collèges d'éducation prioritaire. Et c'est là où on manque souvent le plus d'enseignants. Clairement. C'est bien sûr qu'il faut aller là-bas parce qu'il y a un besoin social. Mais nous allons y aller avec vous et ensemble. Et donc, C'est quoi, le c'est un choix de mentorat, l'école, c'est un et donc tutorat le choix de l'école, c'est un accompagnement à la fois individuel et collectif pour ces jeunes qui font le choix de l'enseignement pendant 2 ans. Ça veut dire avoir des tuteurs, ça veut dire se retrouver de manière collective pour travailler, pour échanger, pour dire tout ce qui ne va pas, pour pouvoir aussi réfléchir ensemble. Parce que dans ces situations-là, une fois encore, c'est le collectif qui l'emporte. Alors, il y a 100 enseignants qui ont été accompagnés, ça c'est les chiffres que j'ai, en tout cas c'est issu de votre communiqué de presse. Et ici, je lis bien, le don de la Fondation sur 3 ans est de 300 000 euros. C'est-à-dire que le choix de l'école a reçu sur 3 ans, donc 100 000 euros par an. Il faut quand même dire que c'est pas une modeste somme pour une association comme le choix de l'école, comme d'autres. Enfin, c'est quand même un sacré booster. Qu'est-ce que ça a apporté au choix de l'école? Ça leur a permis quoi? De créer des locaux, de s'informatiser. Qu'est-ce qu'on fait avec cette somme? Avec cette Créer somme, de l'emploi? on crée de l'emploi très souvent. Parce que l'objectif, c'est justement le changement d'échelle et l'essaimage. Donc, Et vous savez très bien que lorsque vous voulez aller vous implanter à Marseille, comme c'est le cas du choix de l'école, eh bien, ça veut dire des ressources humaines. Et donc, ce soutien financier-là, qui est donc jusqu'à 300 000 euros pour tous les lauréats, entre 100 et 300 000 euros, c'est une belle somme pour 3 une- ans. Oui, bien sûr. Et ça doit permettre, c'est aussi un pacte de confiance. C'est eux qui savent encore plus que nous pourquoi ils ont besoin de cette somme. Combien d'emplois ont été créés? Alors, je ne sais pas si vous le savez, parce que je pense que vous êtes la tête dans les dossiers, vous êtes en train de commencer à préparer les sélections, mais j'imagine que ce sont des centaines d'emplois, puisque vous les faites changer d'échelle. Tous ces lauréats changent d'échelle et développent. On parlait de Simplon. Simplon a créé beaucoup d'emplois. Est-ce que vous savez combien la France s'engage à, d'une manière indirecte, mais très concrète, créer d'emplois? Alors, nous sommes justement en pleine phase de mesure d'impact de la Fondation Eh oui, depuis ça. 2017, puisque les premières promotions sont à peine sorties l'année dernière, donc nous n'avons pas encore le recul nécessaire, Bien sûr. mais il était évident que notamment sur la période gouvernementale, ce sont plusieurs milliers d'emplois directs et indirects qui ont été créés grâce au changement d'échelle de ces projets. Pour vous, l'historien, l'agrégé d'histoire, le passionné d'histoire, mais aussi d'enseignement, l'avenir, c'est quoi pour vous? Vous poursuivez votre route avec La France s'engage parce qu'on parlait de sens, parce qu'elle vous nourrit en termes de sens et vous êtes à votre place? Ou vous dites, tiens, j'aimerais bien repartir dans l'enseignement pour pouvoir transmettre à des élèves? Ce qui est important pour moi, c'est d'être une personne comme un enseignant dans une classe. Vous faites le pont entre des mondes extrêmement différents. Et aujourd'hui, dans une société extrêmement fragmentée, nous avons besoin d'engagement et de passeurs, de personnes qui eh bien, font le lien entre des mondes qui ne se parlent pas ou qui sont extrêmement différents. Et je trouve qu'être à la tête de la France Engage, c'est comme être au milieu d'une classe, c'est aussi faire du lien et apporter du progrès et l'émancipation entre des mondes qui trop souvent s'ignorent. Donc, la France s'engage, vous remplit, j'allais dire, au sens philosophique du terme. Elle vous habite et vous remplit. Le calendrier, donc là, vous avez les 405 dossiers pour y voir un peu clair. Et ça donne quoi? C'est dans 6 mois, à quel moment les 12 lauréats seront sélectionnés et récompensés? Ils seront connus au tout début de l'été. C'est un processus, 400 dossiers, une deuxième étape, environ 200, 250 dossiers. Nouveau tri. Une finale avec 40, 50 finalistes, où nous faisons venir à Paris les 50 finalistes. D'où le fait qu'ils soient challengés et accompagnés déjà. Exactement. C'est que même si vous n'êtes pas lauréat, les finalistes viennent pendant une semaine à Paris pour se rencontrer, pour rencontrer notre partenaire, faire du réseau, avoir des ateliers et préparer l'oral du pitch final
et la sélection finale par le conseil d'administration à la fin du printemps et au début de l'été. Tiens, c'est intéressant ce que vous nous dites, parce que pour les professeurs, c'est vrai qu'on ne le dira jamais assez, c'est aussi une scène de théâtre, hein, quand on a une classe devant soi. Vous dites préparer l'oral pour tous ceux qui ont leurs associations. C'est quand même un sacré moment pour eux, quand même, j'imagine. Hein. C'est le grand oral aussi pour eux, hein, d'être sur scène devant des centaines de personnes. C'est un moment à la fois très exaltant et difficile. Hein. Et c'est un moment où aussi vous devez former votre jury à tous les biais inconscients qui peuvent créer des discriminations et que vous essayez le plus possible de gommer des inégalités de départ. Parce que entre le grand dirigeant d'une association parisienne, très insérée, qui a déjà eu la chance d'être invité chez vous, chez Bismart, et l'association responsable qui fait un projet formidable, qui est dans ses appels à projets, qui a très peu à être sollicité par des médias. Évidemment que vous avez des inégalités de prise de parole. Et donc on essaie de faire en sorte de gommer cela lors de la finale de La France s'engage. Oui, parce qu'effectivement, il y a le charisme et la manière de dire les choses et qui peuvent laisser sur le bord de la route quelqu'un qui a un projet extraordinaire, essayer de revenir à une base 100 en fait, pour la notation, ce qui n'est pas facile. Et La France s'engage ne sélectionne pas des leaders, elle sélectionne des projets, et des projets collectifs. Oui. Projets. On entend bien le message que vous transmettez au jury. Effectivement, ce n'est pas un futur député ou ministre. C'est un projet associatif. Ça peut l'être. Mais ce n'est pas la finalité. Mais ce n'est pas fini. Nous aidons un projet. Nous n'aidons pas des leaders. Vous l'aurez dans combien de temps, ce chiffre du nombre d'emplois? Parce que vous savez qu'on fait une émission qui traite de l'emploi et des ressources humaines. Vous avez déjà une petite idée de l'échelle? Je ne l'aurai pas avant la fin de l'année, je pense. Donc c'est un travail de consolidation assez long pour évidemment revoir chacun des lauréats pour savoir où il en est, évidemment. Merci Damien Baldin, c'était un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau. Directeur général de la Fondation La France s'engage. J'ai vu que la Fondation de France, vous êtes abrité par la Fondation de France, comment ça se passe? La Fondation de France c'est une fondation partenaire et amie. Mais la Fondation est une fondation reconnue d'utilité publique. Depuis 2017, la France s'engage avec ses dossiers. On connaîtra les lauréats. Tiens, peut-être qu'on fera une émission à la fin, au début de l'été, puisqu'on aura les lauréats. Peut-être viendrez-vous avec un ou deux lauréats. Ça peut être intéressant de. Et vous pouvez vous-même venir lors de la finale. On sera là. On sera là. En tout cas, on vous suivra de près. Merci Damien Baldin. Merci, avec grand plaisir. À très très bientôt et bon vent. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle d'un sujet qui est dans l'actualité. On parle de la pénurie de collaborateurs et de main-d'œuvre tout simplement dans les EHPAD. Évidemment, cela fait écho à l'actualité avec ce livre sur les maltraitances dans certains EHPAD. On en parle avec Joachim Tavares, il est notre invité. Fenêtre sur l'emploi, et on parle d'un sujet qui est dans l'actualité depuis quelques jours, quelques semaines. Les maltraitances dans certains EHPAD, pas tous. C'est l'objet d'un livre qui a fait beaucoup parler de lui. Et évidemment, par effet boomerang, j'allais dire, on va parler aujourd'hui de la pénurie de main-d'œuvre. Parce que ce qui a été pointé du doigt dans ces maltraitances, c'est aussi que le personnel avait d'énormes difficultés face au nombre de pensionnaires. On en parle avec Joachim Tavares. Bonjour Joachim. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Papy Happy. Alors, c'est très intéressant, c'est une plateforme internet collaborative, comparative, qui permet de savoir, en fonction des notes, quels sont les logements seniors les mieux notés, avec un certain nombre de critères. Tout à fait. Vous n'êtes pas fait taper sur les doigts, juste pour commencer par tous ceux, parce que les notations agacent évidemment toutes les grandes marques. Ils vous l'ont reproché ou ils disent après tout c'est bien? Ils ont eu du mal. Oui, ils ont eu beaucoup de mal. Ça fait 6 ans que Papy Happy existe. Les débuts furent compliqués parce qu'il fallait expliquer aux gens qu'il y avait besoin d'ouverture. Et aujourd'hui, l'actualité montre que l'ouverture est primordiale, la transparence là aussi. Mais les acteurs privés, publics ou associatifs, effectivement, au sein des EHPAD, n'étaient pas habitués effectivement à être critiqués, à être classés. Mais c'est vital pour eux et c'est vital pour les gens qui cherchent un logement. Vous vous êtes dit, Joachim, vous qui suivez depuis 6 ans, je dirais, l'évolution en fonction des secteurs géographiques, des lieux, des EHPAD, des résidences pour seniors. Vous avez été surpris de cette polémique ou pas? Parce que ce livre a fait grand bruit, mais est-ce que vous vous êtes dit, après tout, il fallait s'y attendre? Depuis 20 ans, en fait, on se rend compte que le secteur privé fait 20% des lits d'EHPAD et que tôt ou tard, il y aura effectivement des critiques acerbes sur ce secteur, comment il travaille.
Après, il ne faut pas oublier qu'ils font du bon boulot. C'est ce que vous disiez au début. Moi, j'ai travaillé dans du public, dans du privé auparavant. Il ne faut pas... Faut pas stigmatiser en fait, et il ne faut pas faire d'amalgame en fait entre les établissements, parce qu'un établissement avant tout c'est une équipe qui est là, c'est un directeur, c'est un staff, c'est des soignants, et ce sont eux en fait qui font la vie de l'établissement, et que vous soyez Corian, Orpea, public ou associatif, au final ce sont ces gens-là qui sont là quotidiennement pour accompagner les seniors en fait. Et Dieu sait si le métier est difficile. Il est très compliqué, oui. Très compliqué. Et on parle de pénurie, alors on en parle depuis quelques mois maintenant, parce que ce sont des secteurs sous tension ou en tension. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au-delà de la polémique bien sûr, on considère qu'il y a pénurie? C'est les conditions de travail, c'est le niveau de salaire, c'est les horaires décalés. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas un secteur attractif? L'image que peut donner les médias sur les EHPAD, c'est pas une image qui fait rêver. La mort ne fait pas rêver. Et non, ça, c'est vrai. Mais en fait, il faut appeler un chat un chat. Quand vous rentrez en EHPAD, il y a peu de chances que vous repartiez avec des enfants. Vous repartez souvent parce que vous allez décéder, parce que la vie est ainsi faite. Et ça fait peur aux gens. C'est un métier qui est comme fantastique, un travail avec des aînés. Moi, je l'ai fait. C'est génial, c'est hyper enrichissant. Vous êtes leur famille au quotidien, vous êtes là pour eux. Mais on n'en parle pas. Et il y a un problème de diplômés, parce qu'il n'y a pas assez de diplômés en France. Parce qu'aujourd'hui, on se dit il faut plus de monde dans les EHPAD. C'est génial. Hein. Déjà, il faut trouver les gens qui sont là pour faire les remplacements. Et déjà, on n'arrive pas, en fait. On galère. Moi, il y a 10 ans de cela, on a un exemple type près de chez nous. Il y a un EHPAD, ça fait 2 mois qu'il cherche une infirmière. C'est même pas une question de salaire, en fait. C'est une question qu'il n'y a personne pour venir travailler. Et ça rejoint les déserts médicaux un peu partout en France. Donc, la question des EHPAD, là, vous la liez évidemment aux déserts médicaux et finalement à un certain nombre de salariés des professions médicales qui ont renversé la table, qui se sont dit, bon, moi, je vais faire autre chose. Donc, ça crée des trous. Mais est-ce que les EHPAD en particulier, alors vous l'avez dit, hein, le contexte est très difficile, ce sont les personnes souvent dans le grand âge, qui ont des difficultés de motricité, mentale. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il faut un plan Marshall, pour utiliser des grands mots, autour de ce secteur pour dire on rehausse de 20% les salaires? Est-ce que ça attirerait le personnel? Effectivement, si on augmente de 20% les salaires, je pense que ça va attirer du monde. Surtout, je pense que c'est un mix des deux, en fait. C'est un mix d'augmentation de salaire, d'amélioration de conditions de travail, et aussi d'attractivité et de montrer effectivement comment ça se passe au sein d'un EHPAD. Parce qu'encore une fois, c'est un métier qui est très riche, comme le métier dans les hôpitaux, mais il faut le montrer, il faut faire découvrir ça aux jeunes. Et lorsque les jeunes se posent des questions, il faut qu'on ouvre les établissements pour qu'ils voient comment ça se passe à l'intérieur et permettre effectivement aux établissements de les séduire. Concrètement, est-ce que les grandes enseignes, vous les avez citées tout à l'heure, parce que vous les challengez, hein, vous les notez, vos critères, c'est quoi d'ailleurs? C'est qualité d'accueil, qualité de soins, animation, comment ça se passe? Alors, on note effectivement tout ce qui est lié à l'hébergement. Donc, c'est les animations, ce sont les services, c'est l'hôtellerie, c'est la restauration. On a pris le parti de ne pas noter les soins, parce que c'est très compliqué de noter les soins. C'est un acte technique souvent réalisé par un médecin qui ne fait pas partie de l'établissement. Donc c'est compliqué. Et la prise en charge, en fait, la seule personne qui est capable de bien répondre à cela, c'est le résident. Donc nous, on prend des côtés effectivement tournés vers le bien-être et on se rend compte qu'effectivement, c'est ce que les gens recherchent, c'est le côté bien-être et humain dans les établissements. Mais est-ce que dans Papy Happy, que vous avez créé il y a 6 ans, vous avez l'onglet où vous décidez, là, depuis quelques jours, de rajouter l'onglet personnel avec un slash eu égard au nombre de résidents? Parce qu'on voit quand même qu'il y a quand même un manque de personnel face au nombre de résidents dont on doit s'occuper, qui vient expliquer parfois les mauvais traitements ou des qualités de soins qui sont mal faites, de soins ou de gestion des repas. Vous connaissez parfaitement le métier. C'est une réalité, ça. Ouais, après, il ne faut pas mélanger qualité et quantité. On peut avoir beaucoup de personnel et s'il n'est pas de bonne qualité, s'il ne travaille pas bien, ça ne sert à rien. En fait, moi, je l'ai vécu en tant que directeur d'EHPAD. Vous savez quelles équipes sont plus performantes que d'autres et parfois, vous dites qu'une personne peut faire le travail de 2. Donc c'est pas aussi simple que ça de dire on va rajouter 5 personnes par établissement. C'est pas ça en fait la solution, je pense. Mais Joachim, vous savez quand même, là pour être un peu précis, parce que vous avez dirigé en direct l'établissement, donc ça a été votre métier. Oui. Il faut un soignant ou une aide-soignante ou pour combien de pensionnaires pour que la qualité, je dirais, de bien-être, d'accueil, d'échange aussi, parce qu'on a besoin d'échanger. On l'a vu pendant le Covid, des femmes qui n'avaient pas les gants pour faire les nettoyages. C'est des conditions très difficiles. Un soignant, pourquoi 5 pensionnaires, 6 pensionnaires? Ouais, en règle générale, un soignant peut faire entre 5 et 8 pensionnaires. Après, tout dépend aussi de l'état de santé et l'état de dépendance de la personne. Et ça, c'est hyper aléatoire, en fait. Parce que quand vous avez des gens qui sont plutôt bien portants, qui sont capables de faire leur toilette... Mobile. Le soignant, il peut être là pour 10 résidents, finalement, parce qu'il sera là que pour, effectivement, échanger. Donc c'est ça qui est encore très complexe dans la situation, c'est que face à un soignant, vous avez un nombre de résidents, mais chacun n'est pas identique en fait. Il y a quand même un débat qui est posé à travers cette pénurie, ces difficultés de recruter dans les EHPAD. On a vu depuis quelques semaines, et c'est la campagne présidentielle qui veut ça, des candidats qui évoquent l'idée qu'il faut revenir, et je pense à Philippe Juvin, plutôt à l'accompagnement à domicile, c'est-à-dire la fin de vie à domicile.
Donc c'est plus du tout, je dirais, le même environnement professionnel, c'est plutôt des équipes mobiles. Vous y croyez à cela ou pas ? La fin de vie à domicile, alors qu'on a créé dans toutes les villes moyennes de France un EHPAD. J'ai un peu de mal, parce que lorsque vous êtes en fin de vie, lorsque vous êtes malade, lorsque vous êtes dépendant, vous avez besoin de quelqu'un qui est là tout le temps. Parce que une chute, un besoin d'aller aux toilettes, ou un besoin de manger ou de boire, si vous êtes à domicile, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui est là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc le quid de cela, c'est comment fait-on ? Et les gens n'auront pas une sonnette, si on n'ont pas chez eux, il n'y aura pas quelqu'un qui va descendre, contrairement à un EHPAD. Donc je pense que c'est possible pour les gens qui sont moins dépendants et avec un besoin de soins moins important pour être à domicile. Mais il arrive un moment où quand les gens sont désorientés, lorsqu'ils sont déments, on est bien obligé de les mettre en EHPAD parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Vous qui challengez les résidences seniors, les EHPAD, et qui les avez un peu agacés, est-ce que là, face caméra, vous dites j'encourage tous les jeunes qui auraient évidemment une forme de vocation à s'engager dans cette carrière ? Parce qu'il y a quand même une crise des vocations. Oui, mais carrément, parce que je trouve que c'est un métier qui est fantastique, parce qu'on cherche du sens dans des métiers. Franchement, de travailler avec des gens au quotidien, les aider, faire en sorte que leur fin de vie soit la plus agréable possible et de les rendre heureux, je pense qu'il n'y a pas plus belle vocation, plus beau métier à l'heure actuelle. Papy Happy, cette plateforme internet collaborative comparative, je peux y aller. Vous devez y aller, vous verrez, effectivement. Et je peux, moi, y rajouter quelque chose. Oui, on collecte de l'avis, en fait. Et l'idée, c'est que les utilisateurs, les visiteurs, les résidents des établissements, résidences seniors, EHPAD, colocation, habitat, puissent déposer des avis pour montrer la réalité de la vie qui se passe en résidence et donner l'envie ou pas aux gens d'y aller. Vous avez, j'imagine, des familles qui viennent faire des témoignages. Est-ce que vous avez une augmentation depuis le début des polémiques, depuis quelques jours, de familles qui commencent à vider leur sac ? On l'a vu pendant le Covid, on a vu des familles qui ont poussé des colères terribles puisqu'elles ne pouvaient pas visiter leurs proches. Et pour certains, ils étaient très âgés. Vous avez là aujourd'hui des familles qui commencent à témoigner de plus en plus ? Nous l'avons, mais on a aussi le côté opposé. On a des gens qui disent « Attendez, bougez pas, parce que nous aussi, on est bien dans l'EHPAD et on le dit aussi. » Donc on a vraiment les deux. On a du mécontentement, mais qui peut se comprendre, mais d'autres gens aussi qui sont là pour remercier les équipes. Donc en fait, on a vraiment un mélange des deux, parce qu'il y a 12 000 solutions de logement en France, il y a quasiment 8 000 EHPAD. Donc sur ces 8 000 EHPAD, effectivement, il y a de tout. Et effectivement, c'est charge à aux établissements d'être réactifs et de répondre rapidement aux familles mécontentes pour apporter une solution. Avant de nous quitter, la solution, c'est quoi ? C'est de créer des écoles à l'intérieur des grands groupes qui dirigent ces EHPAD, dont vous les avez cités tout à l'heure. Ils sont venus d'ailleurs sur notre antenne. C'est qu'ils créent leurs propres écoles de formation, leurs alternances. Comment on fait là concrètement ? Ils ont commencé déjà à le faire. Corian a déjà mis ça en place. Oui, je pense que l'initiative privée doit rentrer dans le circuit, aider le public, parce que le public n'y arrive pas, pour permettre vraiment des formations un peu plus courtes, plus ciblées, pour vraiment travailler dans des EHPAD, permettant effectivement de jongler et de pouvoir arrêter ce manque de personnes criant. Plus dur, plus facile dans le public ou dans le privé ? C'est le privé qui a une meilleure qualité de service dans Papy Happy ou pas ? C'est embarrassant ça. Hein. Non, c'est pas embarrassant parce que chaque établissement est différent. C'est ça en fait, c'est chaque établissement, qu'il soit public ou privé. Mais difficile de faire la dichotomie. On peut pas en fait, parce que c'est vraiment l'équipe qui est en place. Après, effectivement, parfois le privé a plus de moyens pour faire l'animation que le public. C'est vrai. Mais c'est encore une fois, on raisonne en termes humains et ce sont ces humains-là qui vont faire en sorte que les gens soient bien dans l'établissement. La qualité du recrutement et des équipes, quel que soit d'ailleurs l'établissement public ou privé. C'est un vrai plaisir de vous accueilir, Joachim Tavares. Papy Happy, site collaboratif. Allez-y, partagez, allez voir. Ça vous permettra aussi, si vous avez des difficultés ou quelqu'un souhaitant placer dans une de ces résidences, vous verrez la qualité de ces résidences. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de notre émission. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. On se retrouve demain, bien entendu. Merci à toute l'équipe. Merci à notre réalisatrice Alice Pitavi. Merci à Alexandre pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à toute l'équipe, Carla qui nous accompagne pour l'accueil. Invité, je serai là demain. Bye bye.